première invitée, Rebecca, propriétaire de la chaîne Rebecraft, qui est drôle déjà. C'est une petite chaîne d'animation qui parle de plusieurs sujets qu'on va aborder ici. Elle parle d'autisme, d'Europe de l'Est, d'animation, et de plusieurs thèmes. Je la laisse se présenter. Bonjour à toi, chérie Vodka. Mon nom d'artiste, c'est Rebecraft. Sur ma chaîne d'animation, je fais du divertissement, de l'analyse, de la parodie, et j'ai un format spécifique sur l'animation indépendante sur Internet. J'ai rencontré Rebecca sur Internet parce qu'on avait des amis en commun, et elle est d'origine yougoslave, à une époque où j'avais cet intérêt spécifique sur le cinéma de l'ex-Yougoslavie. On a la même expérience sur le sujet d'aujourd'hui, donc les origines étrangères quand on est autiste. Je suis d'origine polonaise, elle est d'origine yougoslave. Je précise, d'origine serbe, mais de communauté slovaque, parce qu'il faut savoir que dans les pays slaves, il peut y avoir différentes ethnies d'autres pays slaves ou même d'autres pays tout simplement. Comme vous avez par exemple en France des gens qui ont d'autres origines. Ouais, moi par exemple, mes arrière-grands-parents sont pas nés en Pologne en fait. Enfin, mon père il est né dans ce qui est aujourd'hui l'Ukraine, mais à l'époque c'était la Pologne, mais ses parents ils sont polonais mais nés en Ukraine. Et la mère de ma grand-mère, elle est née en Lituanie. Présente un peu plus ton rapport à tes origines. Toute ta famille est d'origine yougoslave, c'est ça? Oui, mes deux parents, ils sont d'origine serbe de communauté slovaque. Comme ma famille a majoritairement vécu dans le village, ça fait que mes parents, ils se connaissaient depuis qu'ils étaient petits. C'était vraiment le truc à l'ancienne qu'on retrouve plus tellement maintenant. Alors pose-nous le décor, donc ta famille vient d'où? Comment elle s'est retrouvée en France? Tout ça? Le fait est que ma famille, elle vient d'un village qui est dans la région de Voïvodine. Depuis plus d'un siècle, ils étaient installés là-bas. Si tu veux, c'est que les Slovaques, avant qu'une partie vienne en Serbie, ils habitaient en Slovaquie forcément. Et il y avait le fait est qu'ils voulaient avoir une meilleure vie en gros, ce qui fait qu'ils étaient allés dans d'autres territoires. Ils ont découvert la Voïvodine. À l'époque, ça ressemblait à un marais. Si tu vois comment était le marais de Shrek, c'était la Voïvodine à l'époque. Ok, c'est drôle. Donc, ce qui fait qu'ils ont tout retapé et c'est devenu le village comme tu trouves maintenant. Ok. Et comme ils pouvaient plus facilement cultiver les terres et tout, vivre de sorte à ce que les revenus ils concordent avec le quotidien, et ça fait que pour eux c'était un bien meilleur plan quoi. C'est que si tu veux c'était un peu comme les colons, mais sans avoir les indigènes, ce qui fait que c'est des gentils colons en fait. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Donc tes parents ils sont arrivés en France avant ta naissance? Oui, c'est exact. Le fait est qu'à un moment, ma grand-mère paternelle, elle s'était trouvée un second mari qui, lui, il habitait en France. Ils s'étaient tous les deux rencontrés à l'étranger. Même si grand-mère, elle parlait pas le français et que grand-père, il parlait pas sa langue à elle. Ça fait qu'ils ont tous les deux pendant longtemps communiqué en anglais. Mais après, c'est elle qui s'était adaptée à lui pour parler sa langue à lui. Lui, il a jamais parlé les langues slaves. Ce qui fait qu'il y avait un moment, il se voyait là en France, là chez elle. Enfin, voilà quoi. Et ma grand-mère, elle avait décidé de partir vivre avec lui en France. Alors que bon, elle était quand même bien dans son pays d'origine. Et elle était même beaucoup mieux vue, plus populaire dans le pays d'origine plutôt qu'en France. Parce que c'est pas les mêmes mentalités. Et ça l'a toujours dégoûté quoi. Ouais, ma mère aussi. Toujours est-il que mes parents, à la base, ils voulaient pas non plus vivre en France. Mais il y a eu la guerre. Oui, voilà, il y avait eu la guerre. À un moment, ils voulaient faire travailler en Allemagne parce que forcément, les revenus, ils étaient plus gros que en Serbie. Mais comme il y avait la guerre, ça fait qu'ils pouvaient pas vraiment rentrer en Yougoslavie. Et les gens de la famille leur disaient non, ne revenez pas parce que là, il y a la guerre. Et c'est comme ça qu'ils ont eu l'idée de être avec la grand-mère et le papy. Ok, alors de mon côté, mon père c'est un Français, donc voilà. Et mon père est venu en 94 faire une école d'été en Pologne. De ce qu'il nous dit, il a vu ma mère, il a trouvé qu'elle était quand même très belle. Et ma mère, elle a commencé à apprendre le français quand elle avait 7 ans. Ses parents ont trouvé ça bien qu'elle apprenne une langue occidentale, donc elle savait déjà parler français, donc ça faciliter le fait qu'elle s'installe en France avec lui. Et donc elle a eu moi et ma sœur, donc son installation son installation en France, c'est un extraordinaire, elle s'est mariée avec un Français quoi. J'ai appris quand j'étudiais l'histoire au collège que l'histoire de la famille de ma mère était sacrément intéressante. Enfin quand il était petit, mon grand-père bébé, il a été déporté en Sibérie avec toute sa famille. Sa sœur, à 16 ans, elle traversait la steppe avec une hache pour aller voir la mère qui était déportée dans un autre village. Et je me disais, moi qui étais pas fière de mes origines, c'est intéressant quand même. Et heureusement, cette histoire se finit quand même plutôt bien parce qu'ils ont tous pu rentrer.
Bon, pas dans leur ville en Ukraine, mais dans l'ouest de la Pologne. Et la mère de ma grand-mère, elle a fait l'insurrection de Varsovie contre les nazis, donc quand j'apprenais l'histoire de la Seconde Guerre mondiale au collège, bah ça s'est mixé avec mon origine familiale et je l'ai redécouverte sous un nouvel œil, mais bon, il a fallu pour moi passer par beaucoup d'épreuves avant ça, entre mes 2 et donc mes 14 ans. Enfin, pour toi, quand t'étais petite, est-ce que tes parents, ils avaient essayé de t'apprendre le slovaque, mais tu représentais déjà des traits autistiques aussi? Le fait était que comme en Serbie, notamment dans le village, les gens ils parlaient aussi bien serbe que slovaque, ça fait qu'il y avait pas une, mais 2 langues en plus du français qui voulaient m'apprendre. Ah oui, d'accord. Ouais. Ce qui fait que ça, c'était encore plus chaud. Ouais. Ce qui fait que quand j'étais petite, ils essayaient de m'apprendre les 3 langues. Ah ouais. Et à un moment, il y avait quelqu'un, je sais plus si c'était un médecin ou autre, qui leur avait dit qu'il faut seulement m'apprendre le français, sinon j'allais être perdue. Comme j'avais déjà une sorte de diag d'autisme, même si les termes ils étaient différents, ils parlaient de dysharmonie évolutive à l'époque, ben ça fait que dans tous les cas, on avait repéré chez moi le fait que j'avais un décalage, une différence. Et t'as commencé à parler à quel âge? Officiellement à l'âge de 5 ans. Ah, je commençais déjà à dire des mots vers l'âge de 2 ans, mais c'est vraiment à 5 ans où ça commençait à un peu plus être officiel. Ok, ouais, donc t'as eu un retard de langage. Oui, c'est ça. Ok, ouais, alors de mon côté, j'ai parlé... Ce qui s'est passé, c'est que j'ai parlé très tôt. Et je m'ennuyais à la maison, donc mes parents ont pensé que j'étais un enfant précoce. C'est un peu désintellectuel, on va pas se le cacher. Enfin, mon père il est universitaire, ma mère est prof, donc ils se sont dit, on va l'emmener à l'école, ça lui fera pas de mal. Et sauf que, bah, ça m'a terrorisée. Enfin, tous ces enfants... Alors que moi, bah, je voulais rester avec ma maman. Donc j'ai arrêté de parler. Parce que bah, j'étais terrorisée, j'étais trop stimulée. Donc j'ai arrêté de parler, français comme polonais. Que l'été de mes 2 ans, à 2 ans j'étais venue en Pologne avec ma famille et je parlais polonais. Enfin ma grand-mère m'a raconté récemment, j'étais assise dans le jardin et je parlais polonais. Et l'été suivant, je suis revenue en Pologne et mes grands-parents ont découvert que je parlais plus polonais. Et ce qui s'est passé, c'est que quand mes parents ont essayé de voir un médecin, plusieurs psychiatres, ils ont dit ouais, donc pour qu'elle se mette à reparler, faut lui parler qu'en français, faut plus lui parler en polonais. Et bon, je pense, je soupçonne, et c'est ma tante qui, elle, parle polonais à sa fille en Autriche, a confirmé. Il y avait aussi à l'époque toute cette façon de beaucoup culpabiliser les mères pour l'élevage de leurs enfants. Donc en cas d'autisme. Oui. Et comme c'était ma mère qui parlait polonais, je pense qu'ils ont dû encore plus la faire culpabiliser. Donc elle a arrêté de parler polonais, et je sais que ça peut faire un peu drama queen, mais c'est comme ça que je le pense, et ça me rassure de le penser comme ça. Ça a été un peu un trauma originel de perdre une de mes langues maternelles. Et même quand j'en parle à quand j'en ai reparlé à ma prof de polonais au lycée, parce qu'elle voyait que j'avais du mal à parler, et qu'elle connaissait ma mère en plus, elle a dit bah ouais, c'est ça. Un conseil, ne faites pas ça avec vos enfants. Après, c'est plus simple à dire qu'à faire, quoi, parce que les gens, ils avaient pas le choix, tu sais. Ouais, je sais, je pense qu'il y a aussi la culture bien monolingue de la France. Oui, il y a ça. Et les capacités d'apprentissage de chacun aussi. Ouais, je sais pas comment j'étais, parce que j'ai toujours été... Je pense que j'aurais peut-être pu, mais c'était pas une question d'apprentissage, c'était vraiment une question sociale, dans mon cas. Donc, ma mère essayait après de me faire réapprendre le polonais, mais... Enfin, c'était très difficile, parce que... me faire réapprendre un truc comme ça, il y avait un blocage qui était assez violent. Et en plus, on m'a envoyée dans une école polonaise où je m'intégrais pas, parce que... Il se passait des trucs assez étranges. Enfin, mon père est athée, ma mère, elle est croyante sans être pratiquante, et en fait, tous les mercredis matins, il y avait un cours de religion à l'école polonaise où mes parents m'avaient inscrit dans l'espoir de me refaire apprendre le polonais. Et on m'a clairement dit que si mes parents n'allaient pas à la messe, ils nous condamnaient tous à l'enfer. Ouais. Ça m'a pas motivée à reprendre l'apprentissage du polonais. Ce qui fait que même si tu comprenais pas de quoi parlaient les gens, tu sentais qu'il y avait une vibe qui était un peu pourrie, je pense. Ah, mais je comprenais un peu ce qu'ils disaient, mais j'arrivais pas à le parler. Et j'étais... aussi à l'école polonaise, j'étais assez différente, donc je pensais que les origines polonaises, ça allait rester un truc que j'allais rejeter. Mais pourtant, ça allait un peu changer. Et t'allais souvent en Serbie l'été ? Non, pas souvent. Enfin, ma mère, elle voulait au début, avec le demi-frère, qu'on aille chaque été en Serbie. Oui. Mais à un moment, à l'adolescence, surtout quand je commençais à aller plus souvent sur Internet et tout, j'avais dit que vraiment j'en avais marre. D'autant plus que quand on voyait des gens de la famille, c'était
toujours plus ou moins les mêmes personnes, c'était jamais toute la famille entière. Ouais. Genre, c'était qu'un côté précis, un côté ça, mais pas tous les côtés, quoi, du style. Je voyais beaucoup de personnes de la famille maternelle, une partie de la famille paternelle côté de la grand-mère, mais je voyais pas du côté de mon vrai grand-père paternel. Je voyais qu'une seule personne, le grand-père paternel, mais je voyais pas les autres personnes de sa famille, de son côté à lui, tu vois. C'est ta grand-mère. Et je trouvais que c'était pas vraiment équitable aussi. Et comme forcément il y avait l'apprentissage de la langue qui fait que ça bloquait, je voulais pas perdre mon temps à essayer de baragouiner un truc, je comprenais rien. Ouais. Bah j'ai préféré faire comme ça, et c'est vraiment plus tard que j'ai commencé à un petit peu plus m'y intéresser, surtout depuis que j'avais vu que les cultures slaves comme le russe notamment étaient beaucoup plus popularisées qu'avant sur internet. Ouais. Parce que j'ai vu que les gens ils se faisaient aussi des idées bizarres là-dessus. Oui. Comme quoi, les femmes de l'Est, elles étaient forcément superficielles, qu'elles étaient conservatrices et tout, alors que c'est faux, quoi. Ouais, surtout les femmes. Ouais. Et un truc aussi, c'est que dans ma famille, tant que je vivais chez ma mère, c'était pas la même chose que quand je vivais chez mon père. Quand je voyageais avec elle, ou quand je voyageais avec mon père ou la grand-mère, c'était pas pareil. C'est que je trouve que ma grand-mère, elle me vendait mieux le truc, et mon père encore mieux le truc. Ouais, bah, moi, c'est vrai que que j'avais un peu le même souci, parce que la famille de mon père, bah, il parlait français, la famille de ma mère, pas du tout. Et moi, enfin, du coup, je pouvais pas communiquer avec eux. Déjà que j'avais du mal à communiquer tout court avec les autres. Bah, ma sœur, qui est née 4 ans après moi, et qui est certes neurotypique, mais ma mère a pas voulu lui enseigner le polonais pour pas faire de différence avec moi, bah, on parlait pas avec nos grands-parents. On n'avait pas de lien avec cette partie-là de la famille. Et alors que pourtant, bah, on y allait vraiment tous les étés. Et mon père, il trouvait que c'était une richesse, et il a raison d'être d'origine étrangère, donc il voulait qu'on s'y intéresse plus, qu'on le parle. Mais bah, jusqu'ici, les circonstances avaient joué contre moi. J'aimais pas y aller, enfin, je m'y sentais pas à ma place. Je trouvais que c'était pas très intéressant, c'était pas forcément beau, que c'était plus pauvre aussi. Après, dans mon cas, c'était pas la barrière de la langue qui a beaucoup fait ça, c'est surtout le fait que les gens, ils ont pas les mêmes affinités entre eux, que ce soit les familles plus ou moins proches ou plus ou moins éloignées. C'est pour ça qu'on me montrait plus telle partie de la famille plutôt qu'une autre. Parce qu'un tel, il s'entendait mieux avec un tel et pas forcément un tel. Il y avait pas forcément la barrière de langue dedans. Oui. Bah, un truc sur lequel je peux rebondir, c'est qu'à l'école primaire, les gens savaient que j'étais polonaise, même si j'ai un nom de famille très très franchouillard. Déjà parce que ma mère, elle m'appelait Ania. Je sais pas si ça existe en serbo en slovaque, mais je sais que ça existe en russe. Il y a Anna, c'est sûr. Ouais, mais Ania, c'est Anna en plus affectueux, quoi. Genre ma petite Anna ou quelque chose comme ça. Ouais, c'est ça se fait beaucoup dans ces pays-là, les petits surnoms affectueux. Ouais, bah c'est... Et après, je parle pas serbe, donc je sais pas si ça existe, mais... Voilà, et donc on savait que j'étais polonaise, et il y avait une tradition assez sympa dans mon école primaire, par exemple. C'est que on faisait chanter Joyeux anniversaire dans les langues de toutes les origines des gens de la classe. Et on m'a dit, toi, polonaise, non, hein, Moi, ça m'a semblé un peu bizarre sa façon de le dire, et je voulais pas, parce que, je sais pas, j'aimais pas le parler, donc j'ai pas voulu le faire. On a insisté pour que je le dise, alors que je voulais pas. Et on me disait aussi, on me posait aussi des questions débiles, du style, et mon nom c'est quoi en polonais? Bah c'est le même, c'est vraiment français votre truc de trois traits, genre les prénoms. Un prénom c'est international, c'est le même partout. Après, moi ça m'énervait. Après ça dépend des cultures, parce que des fois t'as des gens qui ont un prénom occidental et un prénom de leur pays d'origine, ça tu trouves beaucoup, notamment chez les asiatiques, ce genre de phénomène. Ouais, c'est ça, ouais. Mais ouais, donc ça m'énervait, et ça m'aidait pas à me réconcilier avec ça. Et là, on va parler d'autisme, parce que je réalise que si je fais une chronologie de mon rapport à l'autisme et de mon rapport à mes origines, bah la réconciliation avec les deux s'est fait à peu près au même moment. En fait, même quand j'avais 2 ans, et que donc on allait me faire voir des médecins parce que je parlais pas, on a déjà pensé que j'étais autiste. Mais les psys disaient ah non, mais on va pas lui mettre des étiquettes, c'est pas de l'autisme. Et puis pour moi, bah comme pour beaucoup d'enfants à cette époque-là, bah autiste ça voulait dire débile. Et quand ma mère a commencé à en parler, bah je voulais pas le croire, ça voulait dire que tous les gens qui me faisaient chier à l'école, bah ils avaient eu raison de me dire que j'étais débile. Donc moi je niais, moi dans mon esprit, bah j'étais plus intelligente qu'eux, plus mature, et que c'était pour ça qu'ils venaient m'embêter. Le problème ne pouvait pas venir de moi. C'est très arrogant, mais quand t'es harcelé, ça peut aussi être un moyen de protection. Donc ouais, j'avais 14 ans j'avais pas de diagnostic, mais ma mère, elle voulait absolument que j'aille à un groupe d'habilité sociale. Et j'ai fini par accepter, et voilà. Pour revenir vite fait sur le sujet de la Pologne, avant de démarrer ce nouveau sujet, oui. Pour avoir déjà été en Pologne une fois, je trouve que c'est le pays slave le plus Frenchy que j'ai vu. Ah bah ça me surprend pas. Ouais, parce qu'il y a beaucoup de marques françaises qu'on peut retrouver là-bas, il y a beaucoup de gens en France qui ont des origines polonaises parce qu'ils ont c'est ça. après-guerre.
Ça, je l'ai découvert pas longtemps après, et pour moi, ça a été un choc de découvrir qu'il y avait plein de gens d'origine polonaise en France, parce que pour moi, en fait, la Pologne, c'était un peu ma spécificité, ma marque de fabrique, parce qu'il y avait pas d'autres... J'avais pas encore vu d'autres gens d'origine polonaise, mais... Enfin, ma mère, elle insistait bien que c'était pas des Polonais comme nous. Ouais, pourquoi? C'était quoi la différence? Elle disait, ouais, mais c'est une autre culture, ils sont francisés, alors que moi pas, c'est pas la même vague d'immigration. Les Polonais qui sont venus dans l'entre-deux-guerres, et leurs descendants. Pour elle, c'est pas pareil. D'accord. Et t'as bien aimé la Pologne? Ouais, c'était cool. T'es allé où? Bah moi j'avais pas été dans la capitale, j'étais plus aux alentours des petits villages comme Chelm par exemple, j'avais vu la mine de craie. Ah ouais, c'est pas loin de l'Ukraine et de la Biélorussie. Ouais, voilà, c'était ça. Et donc ouais, il y a vraiment un avant et après mes 14 ans. Et la façon dont s'est développé mon intérêt spécifique, ça va être un peu le moment humour de cette vidéo, parce qu'il y a plein de petits éléments qui ont fait que, et qui sont complètement anecdotiques, plutôt drôles et stupides. Je me rappelle de ce moment, c'était à la fin de la 4e, ma mère arrive pour me chercher à l'école, et elle avait une matrioshka dans les bras, et j'étais en mode, maman, mais quoi, est-ce que tu as une matrioshka dans les bras? Et là, il y a mon père qui répond, ah, c'est Sergei, collègue russe. Et non mais c'est pas moi qui invente l'accent, il a vraiment dit comme ça. Et Sergei aussi offrait chocolat très apprécié enfant, parce que mon Sergei, c'était un collègue russe de mon père. Il était venu avec des chocolats. Et c'est parti dans un délire tout l'été où je demandais à mon père de faire l'accent pour imiter Sergei Konyagin. Et donc mon père, pour nous endormir, disait allez bien dormir, sinon voyage pour Sibérie, allez simple. Allié simple. Ouais. Et donc, mais sauf qu'à la rentrée, je sais pas si tu te souviens, la 3e ça commence à remonter, on commence par apprendre la révolution russe, le stalinisme, tout ça. Ouais, si, je m'en souviens plus ou moins, ouais. Je me disais, oh joie, mon père va pouvoir continuer à faire des blagues dessus. Et mon père dit, ah, Babouchka pleurait toutes les larmes de la Sainte Russie. Bref, c'est... Ah ouais, c'est fou, c'est un accent qui m'amuse beaucoup de faire, et mon père il le faisait super bien. Mais sauf que j'ai commencé à aborder ça avec plus d'intelligence, parce que j'aimais bien l'histoire, et mon prof d'histoire qui était plutôt un con qui notait très sévèrement, il m'aimait beaucoup, et je pense qu'il avait bien compris que j'étais autiste, et enfin vraiment la réunion par un prof, il m'a regardé droit dans les yeux alors que mes parents étaient là, il m'a dit tu es une fille extraordinaire. Waouh, ok. Et il se met à parler, à insinuer qu'il a très bien compris, et il m'a demandé t'es sensible à l'histoire toi, non? Enfin bref, un moment pivot dans ma vie. Donc ouais, tout s'est un peu mélangé, l'histoire de l'Europe de l'Est. Et c'est aussi pour ça que, même si évidemment l'Ukraine a tout mon soutien, jamais je pourrais... je vais quand même défendre les Russes en tant que peuple, parce que c'est un peu par eux qu'est arrivée ma réconciliation avec les origines polonaises. Ça va sembler ironique à tout un tas de monde, et peut-être que vous allez m'insulter en commentaire, mais au début, la réaction s'est faite, les Polonais, ils sont slaves, comme les Russes, et c'est vrai, ils ont eu une histoire très intéressante, donc ouais, ce début de collège, tout s'est fait en même temps, le début des groupes d'habilité sociale, la découverte de l'histoire de l'Europe de l'Est, qui en fait est intéressante, ouais, tout ça s'est fait en même temps. Enfin, l'Europe de l'Est, est-ce qu'il y a un moment où t'as commencé un retour aux origines? Je pense que le retour aux origines, c'était vraiment quand je voyais qu'il y avait des gens qui s'imaginaient des trucs à cause de clichés qui se faisaient sur l'Europe de l'Est et sur les hommes et femmes de l'Est. Donc ça fait que j'avais envie de débunker d'une part, et aussi de me protéger de leur façon de remplacer les pays de l'Est en gros. Ok. Donc bon, je me suis un petit peu replongée là-dedans, que ce soit dans l'apprentissage de langue, dans le fait d'apprendre certains aspects de la culture aussi. T'avais quel âge à peu près? Je pense que ça c'était en 2019, c'était quelques temps plus tard après avoir eu mon diagnostic d'autisme, aux alentours 2 ans plus tard. Ouais. Quand j'avais été retournée en Serbie pour la première fois depuis 2012 voir la famille. C'est là que je me suis dit que faut plus que je m'en éloigne, et puis il y a eu l'effet cumulé qui a fait que j'ai vraiment pas envie
qu'on m'a rajouté ça d'une façon ou d'une autre. Est-ce que t'as ressenti toi aussi un soulagement? Moi j'ai eu l'impression, en me réconciliant avec mes origines, vraiment d'être libérée d'un poids constant qui restait en moi. Il y avait un petit peu de ça aussi. Et aussi le fait que comme c'est des origines qui sont pas répandues, c'est que c'est quand même chiant de se dire que c'est pas très connu parce que les gens ils comprennent pas leur ressenti par rapport à tout ça, même en dehors de ça. Et d'un autre côté, comme c'est pas aussi idolâtré que le Japon et compagnie, bah ça fait que c'est quelque chose à prendre quoi. C'est quelque chose à promouvoir soi-même, t'as pas un concurrent plus machin, plus ceci, plus là, qui va le faire à ta place, comme t'as déjà pour les Russes, pour les Coréens. C'est plus simple d'être pleinement soi pour en parler. Est-ce que ça a été un intérêt spécifique? Ouais, enfin, je dirais pas le terme intérêt spécifique parce que même si on est des neuroatypiques, on est quand même des humains avant tout. Ouais. C'est des intérêts comme n'importe qui pourrait avoir, c'est juste que nous, on le vit différemment. Donc ouais, ça fait partie de sujets que j'ai envie d'aborder, effectivement. Ouais, j'ai intérêt spécifique parce que quand je m'intéresse à un truc, je m'y intéresse à fond, quoi. Donc, ouais, c'est ça, quoi. C'est pour ça que ça marche, même si les neurotypiques aussi ont des passions, moi, c'est vrai que... Ouais, c'est eux, j'ai envie de dire intérêt spécifique. Ouais, d'accord. On est plus humains que, Ouais, voilà. Et donc, mes 14 ans, vraiment, le pivot, quand j'avais 14 ans, dans ma classe de 3e, il y avait d'autres gens d'origine polonaise, et c'était important parce que, à l'époque, gros cliché de l'autisme, j'avais presque pas d'amis, et j'en avais une, et c'est avec qui on est toujours amis aujourd'hui, et je discute de la Pologne avec une autre fille de ma classe, Flo, si tu passes par là, et elle m'a demandé, mais Anna, t'es polonaise, et on en a parlé, et moi, je sais que c'est ridicule, mais j'étais éberluée d'avoir des conversations normales avec une fille qui au début, je pensais me méprisait comme tous les autres, et on est resté en contact, parce que elle a essayé d'apprendre le polonais. Elle a étudié en Pologne 2 ans, et il y a quelques mois, elle étudiait à Varsovie, et donc on s'est revus, on a pris un café ensemble, et elle m'a dit que, à part une fille, j'étais la seule personne avec qui elle était restée en contact depuis le collège, et c'était grâce au fait qu'on s'intéressait à la Pologne toutes les deux. Et franchement, c'est assez fou. Et l'entrée au lycée, il s'est passé un autre truc vraiment important dans ma vie, et je pense que c'est le moment de caser cette anecdote parce que elle est liée vraiment au fait de vivre les choses intensément, et donc quand tu as les passions et que tu es autiste, je pense que j'ai vécu mon lien avec l'Europe de l'Est comme une personne autiste, de la façon dont une personne autiste aime. C'était en 2013, et après avoir eu toute cette prise de conscience, il y a eu un timing assez ouf, puisque mon lycée a organisé un échange scolaire avec l'Ukraine. Mm-hmm. Et c'est vraiment pas ta destination random. Et moi, vraiment, je voyais ça comme un cadeau de la destinée parce que, je m'intéressais à la Pologne, à la Russie, et on m'invite à aller dans le pays entre deux. Et à l'époque, c'était 2013, c'était juste avant Maïdan. Dans mon esprit, l'Ukraine et la Russie s'entendaient encore plutôt bien. Et j'avais découvert que mon arrière-grand-mère était née à Kiev, donc et j'essaye vraiment de me rapprocher des autres pour organiser ça. Mais finalement, ça n'a jamais pu se faire parce que, si vous vous souvenez, novembre 2013, février 2014, c'est Maïdan. Et après, il y a eu l'annexion de la Crimée, le début de la guerre dans le Donbass, donc ça ne s'est pas fait. Et ce qui a été assez dur à avaler, c'est que, personne n'en avait rien à foutre. Parce que moi, quand je demandais aux autres s'ils allaient en Ukraine, ils ont eu les réactions auxquelles vous pouvez vous attendre. Oh non, j'y vais pas. Oh là-bas, c'est pauvre. Et puis, c'est même pas dans l'Union européenne. Bon, à l'époque, je m'en étais déjà moquée avec une référence qui est très 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 datée maintenant, mais moi je m'étais moquée d'elle en disant « Non mais allô quoi, t'es un pays, t'es même pas dans l'Union Européenne. Non mais allô quoi ?» Ouais, désolée pour la référence, mais c'était en 2013, donc forcément j'ai pensé direct à ça quoi. Ah oui, c'est normal. Si t'es pas dans l'Union Européenne, t'es vraiment nul. Ou encore « non mais... Et la plupart des gens de ma classe voulaient pas y aller. Bon, c'était un lycée Bourges, très fermé d'esprit de Lambersart, mais personne voulait y aller. Et quand ça a été annulé, il y a une fille qui a dit « y a personne qui voulait y aller de toute façon. » Mais il y avait la fille, Flo, qui elle voulait y aller, et finalement, alors que le pays entrait dans une crise très difficile, les échanges ont juste été coupés et plus personne n'en avait rien à foutre. Mais moi j'étais trop investie émotionnellement et j'ai commencé à m'intéresser à l'histoire de l'Ukraine, et tout ça c'est
développé au point que j'ai étudié l'ukrainien et j'ai parlé de l'Ukraine dans mon mémoire de licence, dans mon mémoire de master. Donc vraiment c'est un truc qui a changé ma vie et c'était au cours aussi de cette année de seconde que j'ai eu officiellement mon diagnostic d'autisme et donc j'ai parlé comme intérêt spécifique de cette situation avec l'Ukraine. Donc encore une fois, tout est lié. Il y avait un moment aussi où tu disais que t'avais des périodes où tu acceptais pas forcément tes origines. Enfin moi par exemple ça m'était arrivé de pas forcément accepter mes origines parce que déjà c'est pas mis à part des trucs comme la Russie, des choses comme ça, c'est pas hyper populaire en France donc les gens ils connaissent pas. Oui. Quand tu dis qu'en plus tu es d'une communauté d'un autre pays qui eux ils vivent dans un autre pays, les gens ils comprennent que dalle. Ouais. Donc ce qui fait que ça m'est déjà arrivé de me dire que j'aurais préféré être par exemple anglaise ou américaine ou scandinave ou suisse ou n'importe quelle autre origine qui est plus connue, où les langues sont plus simples à appréhender et où il y a surtout plus d'opportunités aussi. La question va peut-être sembler un peu touchy, mais moi j'avais honte de la Pologne parce que c'était une société plus traditionnaliste, plus pauvre. Aussi ça. Et que moi peut-être que t'as vu ce changement récemment sur mes réseaux sociaux, je me suis reconvertie au christianisme pour des raisons que je développerai pas ici, mais qui sont liées à ça s'est fait pendant mon déménagement en Pologne, mais pour moi la Pologne c'était vraiment un pays de bigots parce que je voyais la différence avec la France. Pareil aussi quand j'ai découvert la campagne en Serbie quand j'étais petite, je me suis demandé c'est quoi ce pays de tiers-monde. Et ça a un peu changé, mais c'est vrai la campagne quand j'étais petite et qu'on n'avait pas encore les autoroutes, c'était très pauvre. Donc j'étais pas fière de venir d'un pays plus pauvre quoi, plus pauvre, plus conservateur, qui oh là là, on s'est fait bolosser par les Allemands et les Russes. Alors que maintenant, c'est une fierté d'avoir résisté contre eux. Enfin, par exemple, ce truc des chevaux, c'est une légende. Mais alors que normalement, n'importe qui, quand tu lui dis, ils y sont allés YOLO comme ça, charger les tanks à cheval, n'importe qui trouverait que c'est en fait badass, alors que c'est utilisé pour se moquer des Polonais. Ouais. Je me rappelle quand j'étais petite et que j'entendais parler de la Yougoslavie, parce que pour ma famille, vu que c'est des Yougo-nostalgiques, pour eux c'est la Yougoslavie, c'est pas la Serbie. Ok. J'entendais dire à quel point c'était cool, mieux que la France et tout, je me suis dit, ça doit être le cas. Et quand je suis arrivée, je voyais la campagne, mais c'est quoi ce bordel? Moi je savais déjà que la grand-mère elle avait travaillé dans les montages vidéo pour la télé à Novi Sad. Donc ça c'était stylé par contre. C'est le moment de quand même poser la question parce que je vais quand même rebondir dessus. Tes parents t'ont-ils montré les films de Kusturica ou pas? Non, on m'avait pas montré de films yougoslaves, mais j'avais déjà vu des dessins animés quand j'étais petite qui étaient en langue soit slovaque ou serbe. Mais même si j'adorais voir les mises en scène et tout le machin, je comprenais, je pigeais que dalle à la langue. Tu pouvais me montrer autant de dessins animés, de films, tout ce que tu veux dans notre langue en croyant que j'allais apprendre comme ça marche pas. On m'a fait le coup aussi et alors que non, malheureusement ça ne marchait pas parce que je regardais les images. Par exemple, il y avait un film que j'avais écrit en polonais dont j'ai saigné le DVD, c'était Robot, le film de Blue Sky en 2005 et il est plein de couleurs, des visuels hyper créatifs donc moi j'ai adoré regarder ça parce que c'est beau mais le scénario est pas hyper complexe mais je comprenais pas de quoi ça parlait alors que je l'ai revu récemment en comprenant et c'est une critique du système de santé américain tout ça. Moi j'aurais pas compris petite quand même mais je comprenais pas l'histoire en fait. Je me faisais le propre scénario avec les quelques mots que je comprenais. Mais je te demande sur Kusturica parce que c'est typiquement le genre de film qui joue complètement de l'image que les Européens de l'Est ont en Occident et certains lui ont reproché de jouer sur ces clichés alors que moi je trouve ça cool. Justement c'est bien d'être différent de l'Occident. Moi je voyais en grandissant, je pense comme toi, les pages genre Slavorum, les pages de Memslav, et j'aimais bien l'idée que ça renvoyait. Enfin, moi j'étais hyper sensible à l'esthétique, aux différentes esthétiques, enfin, que ce soit les robes à fleurs, que ce soit la culture bien soviétique. Oui. Je sais pas, c'est vraiment l'esthétique qui me parle, et donc je suis et au lycée, je me suis aussi mise à apprendre le polonais, donc tout ça ensemble, et on peut dire que c'est un intérêt spécifique qui m'a impacté et en grandissant, donc en arrivant en prépa, j'ai rencontré une autre fille d'origine polonaise qui, elle, a eu la chance d'apprendre le polonais dans l'enfance. Elle n'a pas été diagnostiquée autiste, mais elle a eu des difficultés d'apprentissage aussi quand elle était petite, mais sa mère incitait pour lui parler polonais, donc elle est bilingue. Et elle aussi, ses origines, c'était aussi sa passion. Et elle s'intéressait aussi beaucoup à la culture russe, et c'était tellement rafraîchissant de trouver quelqu'un d'autre comme ça, après tant d'années. Et c'est vrai,
enfin, ça, moi quand j'étais au lycée, j'avais presque pas d'amis, donc je me réfugiais dans l'écriture. Et tout l'Europe de l'Est en général, mais que pas que les cultures slaves, enfin pour moi, je pense que les cultures juives et tziganes, ça participe aussi au charme de l'Europe de l'Est. Ça a inspiré beaucoup mon art, mon écriture. Pareillement. Maintenant, j'écris plus, j'ai plus trop le temps, plus trop d'inspiration, mais ça inspire mes recherches. J'ai décidé, mon sujet de doctorat c'est lié à l'Europe de l'Est, mon sujet de master aussi, donc c'est une inspiration qui m'a plus quittée. Et quand je regarde tes vidéos, je vois que ça inspire aussi ta façon de créer. Ouais, c'est ça, c'est exactement ça. Enfin, à ce propos, concernant tout l'aspect artistique, j'avais remarqué depuis l'époque quand j'avais fait l'école d'animation, oui, que effectivement j'ai bien un style qui est naïf, oui, et que se rapproche beaucoup des artistes peintres du village en Serbie. Oh, c'est et beau, ça, ma grand-mère m'avait fait remarquer parce que comme elle voyait faire les exercices d'études doc en prépa art, pour faire tel ou tel sujet, elle voyait que j'avais les traits un peu comme ces peintres-là. Donc ce qui fait que comme elle sait comment sont considérés les arts naïfs, bruts et tout ça, dans le monde de l'art en général, m'avait dit ne t'inquiète pas, c'est pas grave, c'est naïf. L'essentiel c'est qu'à un moment donné, tu gagnes ta vie, que tu aimes ce que tu fais surtout, c'est ok, tu vois. Ouais, c'est beau ce que tu racontes. Et voilà, c'est vraiment comme ça que je m'en étais rendu compte que voilà, je suis naïve pas seulement par choix, enfin aussi bien par défaut que par choix, parce que bon, je vais pas me casser le cul à faire un truc réaliste si j'arrive pas à le faire à l'instant T. Mais voilà, c'est que peu importe si ça corrélé à mes origines ou pas, j'ai pas envie qu'on me oblige à dessiner comme tout le monde, comme tu vois souvent sur internet, quoi. Ouais. Et t'écrivais aussi? Oui, aussi des scénarios, aussi bien des trucs fictifs, des trucs où je pose mes pensées aussi. Enfin, c'est pas pareil quand tu fais des scénarios pour des vidéos, quand tu fais pour des histoires fictives que tu voudrais réutiliser plus tard. Y a pas le même style d'écrit parce que bon, tu peux faire le système du médank, tu peux y aller direct comme ça. Et du coup, tes scénarios se passaient parfois en Yougoslavie ou en Europe de l'Est? J'ai fait certaines histoires dans les histoires fictives. Alors je te montrerai peut-être les carnets tout à l'heure, où il y a des histoires qui se passent dans Yougoslavie, en Europe de l'Est, mais c'est pas toujours le cas. Des fois, ça se passe dans d'autres pays aussi, dans d'autres univers. Ouais. Mais ouais, des fois, tu peux trouver des histoires comme ça. Ouais, ce que je faisais, c'était... j'ajoutais toujours une dimension fantastique à la réalité parce que, comme je souffrais intérieurement, j'écrivais des histoires parfois un peu violentes, mais il y avait toujours une dimension fantastique, mais c'était toujours ancré, que ce soit en Pologne, en Ukraine, en Russie. Donc c'est vraiment un truc qui m'a plus quitté. Et t'as essayé d'apprendre la langue Avant que je rebondisse sur ce sujet, je voulais dire un autre truc en plus dans le dessin. Ouais. C'est que moi, notamment quand je suis sur PC, parce que c'est quand même plus simple à faire, c'est que quand je dessine un personnage ou quelque chose, je mets des petits détails qui paraissent anodins mais qui sont quelque chose pour moi. Tu vois les bracelets que j'ai où il y a la partie noire en dentelle? Ouais. Et ça c'est des motifs que tu peux trouver sur les robes de village en Voïvodine, en Serbie. Ouais, Par et exemple. souvent ton personnage avec les fleurs. Ouais, voilà aussi. Toujours est-il que ça c'est un truc auquel j'y tiens. Je remarque beaucoup d'artistes qui ont des origines slaves ont tendance à mettre des détails aussi. Mais comme des fois tu peux pas être toujours précis dans les détails parce que le dessin est trop petit, soit tu utilises un matériau ou autre. Et des fois on se casse pas le cul, on fait ça naïvement, au moins pour dire que c'est là. Ouais. Parce qu'on sait que c'est là et on veut pas qu'on nous enlève nos détails, tu vois. Ouais, c'est vrai que souvent il y avait des petits détails aussi, vu qu'une histoire, c'est souvent des détails En plus que tu mets. Je m'étais inspirée un jour, je devais avoir 16 ans, je me suis dit, je vais faire Twilight, mais au temps des famines soviétiques. Puisque c'est une histoire de cannibalisme, mais Twilight ça va trop bien coller, mais des trucs... Ouais, ça paraît un peu bizarre, mais... Alors que pourtant, je sais pas, c'est juste que le mythe du vampire, pour moi, ça s'accordait tellement bien à ça. Donc ouais, ce genre de truc, quoi. Ouais, c'est vrai que l'Empire, il a souvent un accent slave. Ouais, c'est ça. Et pour te dire, tu vois le personnage de vampire qu'on peut voir dans mes vidéos à certains moments. Ah oui, c'est vrai, ouais. Et j'ai un pote à moi qui fait la voix de vampire et qui arrive à imiter l'accent slave. Ouais. Et quand mon père il a vu la vidéo où il a fait sa première apparition, il avait dit que l'imitation était réussie. Ouais. Et l'accent polonais, mon père, fun fact, l'accent polonais, mon père ne sait pas l'imiter. Alors que quand j'étais petite, je m'amusais à l'imiter. Ouais, pour la langue, je disais, je pense que ce rapport à la langue, il est impactant aussi parce qu'on est autiste et que les autistes ont un rapport particulier au langage. Ouais, d'autant plus qu'on peut avoir tendance à être pas forcément
forcément verbal selon les cas. Enfin là, je remarque pendant live que tu parles plus que moi je peine à parler aussi. Pas seulement juste le fait de prendre l'ascendant en termes de parole, mais aussi que toi tu te livres plus. Moi, il y a aussi des choses, j'ai pas envie forcément de livrer internet parce que tu sais, des fois c'est pas toujours safe, tu peux avoir des sacrées saloperies dans les commentaires aussi. Ouais. Après, j'ai cogité cette vidéo depuis longtemps, donc ça y est, je peux enfin en parler. Ouais, voilà, faut en parler de tous les cas. C'est pour ça. Et moi, je pense que j'ai développé un intérêt spécifique sur les langues grâce à ça, parce que j'ai décidé d'apprendre le russe, d'apprendre l'ukrainien, d'apprendre l'italien, donc d'apprendre plusieurs langues. Et quand on parle de langue, surtout quand je parle en étranger, je l'en parle plus facilement. Donc, et il y a pas mal d'autistes qui s'intéressent aux langues, parce que le langage, c'est un sujet qui est important pour nous. Et qui est pas toujours accessible aussi, pour te dire, par rapport au fait de pas être verbal à 100%. Pendant longtemps, moi, je pensais que j'étais comme ça, surtout dû à mes origines, mais je me suis rendu compte, en apprenant l'anglais dans un autre pays, pendant un semestre, que c'était surtout, que ça devait être autre chose qui jouait, et j'ai compris plus tard que c'était le fait d'être autiste. Donc, ce qui fait qu'à l'époque, quand j'apprenais anglais, que je commençais à parler plus couramment, et je me suis dit que si on me comprend pas de la même façon qu'on me comprend pas en français, ça veut dire que c'est bon, j'ai appris l'anglais, quoi. Oui, c'est ça. Des fois, je m'excuse en disant non mais vous en faites pas, je bégaye aussi en français. Hein. Ouais, voilà. Je fais aussi des fautes en français. Hein. Ouais, vous inquiétez pas, faites pas de traduction français, ça va être pareil pour moi. C'est ça, c'est exactement ce que je dis des fois. Et pour ça que je bégaye un peu. Et c'est aussi être, comme on disait, être d'origine étrangère et être autiste, c'est deux spécificités qu'on a embrassées. Enfin, toi, tu la vois comment pour l'intersection entre validisme et xénophobie? Tu vois ça comment? Comment dire, que peut y avoir facilement des corrélations, des fois pas toujours, et que dans notre cas, étant donné que nous on est blancs, et que les blancs ils sont pas vus de la même façon que les gens avec des origines plus visibles, donc je préfère dire origine visible par rapport à ce contexte-là, quoi. C'est vrai que c'est pas mal, ouais. Ouais, enfin le racisme tel que les gens y voient la plupart du temps, c'est le visible, tandis que là, ce que toi, moi, on pourrait avoir, c'est plutôt invisible, parce qu'on se rend pas compte. On se dit, c'est des blancs, il leur arrive rien, on va pas les discriminer, alors que si, quand même. Ouais, parce que, c'est pour ça, parce que ma mère, en fait, elle elle le dit, elle se sent déracinée, elle s'est jamais vraiment sentie à sa place ici, parce qu'elle a déménagé pour se marier avec quelqu'un. Ouais, c'est comme ma grand-mère, les parents aussi. Ouais, c'est ça, en vrai, parce qu'il y a un truc, et là, il va falloir qu'on qu'on pose les termes. C'est que, on voit surtout ce truc de, mais les Polonais, ils aiment plus la France que les Maghrébins, là. Non, ma mère, elle s'en branle de la France. Hein. Oui. Elle aime bien, parce que c'est joli, parce que c'est joli, il y a une bonne sécurité sociale, la langue est belle, c'est joli, mais elle s'en fout, quoi. Ouais. Et elle s'est jamais sentie vraiment appartenir à la mentalité. Et il y a cette injonction à être monolingue en France, on l'a déjà dit. Il y a cette injonction à aimer la France. Enfin, les racistes, ils insinuent que les Polonais aiment plus la France, alors que ma mère s'en branle, quoi. Ouais, voilà, d'autant plus qu'il y a un truc auquel les gens ils se rendent pas compte. Oui. C'est que les Maghrébins, ils sont en France depuis beaucoup plus de générations que notre famille, à toi et moi. Ce qui fait que, techniquement, ils ont beaucoup plus de capital, notamment culturel, que nos familles. Oui. Et les gens, ils se rendent pas compte, tout simplement parce que, comme eux, ils ont une peau plus foncée, ils croient qu'eux, ils sont moins cultivés, alors que la vérité, c'est qu'ils sont plus cultivés. Les familles algériennes, depuis plusieurs générations de France, ils ont plus de culture que le nouvel Ukrainien qui débarque depuis pas longtemps. Bien sûr, ouais. Enfin, même si le rapport avec la France, on peut dire que c'est on peut rappeler que c'est dû à la colonisation et donc qui a été facteur de racisme et de violence, ils ont quand même appris plus le français dans leur jeunesse, ils ont plus de rapport avec la France en fait. Et aussi sont déracinés aussi, même si ils sont déracinés, bien sûr. Voilà aussi, bien sûr. Non mais ça je nie pas, mais c'est vraiment bizarre cette façon de dire que si t'es blanc, hop, t'as tout le capital culturel sur le plateau, et que si tu l'es pas assez, hop, t'as jamais eu quelque chose, alors que non, quoi. Il y a aussi ce truc, ils s'imaginent les Européens de l'Est comme prêts à balancer leur culture sous le tapis parce qu'ils sont blancs, donc ils vont s'adapter à la culture française en disant les Polonais, eux, ils donnent des noms français à leurs enfants. Alors ma sœur, déjà moi pas tant que ça, et ma sœur, elle s'appelle Alexandra avec l'orthographe polonaise. Ils ont pas donné des noms français à leurs gosses, mes parents. Ils ont vraiment cultivé cette différence, et tant mieux, c'est bien. Il y a et d'ailleurs, une anecdote que j'aime beaucoup, c'est j'étais allée voir un spectacle fait par un gars d'origine polonaise mais beaucoup plus âgé, et
Et c'était un spectacle de théâtre sur ses origines et sur l'arrivée de son grand-père en France. Et c'était super satisfaisant parce que dès l'entrée, il remettait la vidéo de Marine Le Pen au salon d'Hénin-Beaumont pour lui dire « Mais elle dit n'importe quoi cette dame !» Alors c'était bien. Et ce qui m'énerve aussi, c'est que et ça j'ai trouvé ça assez dur, c'est que par exemple, il y avait ce truc de la fin de la double nationalité avec Le Pen, et je me dis, et les gens disaient mais non, mais c'est indécent que les Européens aient peur de ça, parce que elle vous considère comme les vôtres, et moi je dis, en fait, pas vraiment, je pense qu'elle s'imagine que les Blancs vont plus facilement abandonner leurs origines, mais je pense quand même qu'elle va leur forcer à choisir entre papa et maman comme tout le monde. Ouais, c'est ça. Ouais, et c'est vraiment bizarre, ça crée et alors que moi, ma mère, elle s'identifiera toujours plus à une personne noire déracinée qu'à un Français. Et aussi, et ça c'est aussi important de le souligner, c'est que je disais plus tôt que ma mère était pas pratiquante, mais elle est croyante, et elle s'identifiera toujours plus à un musulman libéral, comme elle est catholique libérale, qu'à un athée bien français. Ouais, c'est ça. Ouais. Après, toi, ta famille est pas religieuse? Non, on n'est pas religieux. Ouais. Enfin, il y a Après, qu'il y a des gens qui peuvent être religieux, mais c'est plutôt minoritaire. Pour conclure aussi mon histoire, c'est que ça fait 3 ans et demi que je vis en Pologne, donc je vis en Europe de l'Est, et je vois des Ukrainiens tous les jours, des Biélorusses aussi. Donc l'Europe de l'Est, je connais maintenant personnellement. Et ouais, je suis retournée aux sources, je ne suis toujours pas bilingue en polonais, mais j'arrive à l'utiliser pour mes études, j'arrive à l'utiliser même pour faire des conférences en polonais, ça s'est passé il y a 10 jours de cela. Et mon retour au christianisme, qui méritera une vidéo dédiée parce que ça se fait dans un contexte assez précis, ça s'est fait il y a 3 ans, en Pologne, lié à un contexte polonais. Et donc pour moi aussi, le rapport à la religion, ça se fait toujours en polonais. Maintenant, je peux parler avec ma grand-mère. Il y a vraiment eu une réconciliation, mais elle est toujours déçue que je fasse plein de fautes, que je l'ai pas appris couramment. Elle me dit, mais comment tu peux ne pas parler couramment polonais alors que tu vis en Pologne? Maintenant les gens parlent anglais et c'est plus simple. Oui, c'est vrai, les nouvelles générations ils apprennent anglais. Ouais, c'est plus simple de parler anglais avec eux parce que quand je parle polonais, j'ai l'impression d'être dans un cours où faut que je fasse attention. Ouais, c'est ça. Et ils me disent, et des fois ils me disent, bon, Anna, parle plus vite, on n'a pas beaucoup de temps, tu parleras polonais plus tard, donc je suis plus à l'aise à l'écrit. En plus, maintenant, les jeunes générations, vu qu'ils vont sur TikTok, ils apprennent plus facilement l'anglais avec TikTok. En tout cas, ça j'ai découvert dans ma famille pour les plus jeunes. Donc je sais que quoi qu'il arrive, j'arriverai à leur parler. Bon, et mon copain est biélorusse, que vraiment je vis entourée de l'Europe de l'Est, et donc pour moi je dirais que c'est plutôt une histoire qui se finit bien parce qu'il y a vraiment une réconciliation. J'ai même, et c'est même ce rapport à l'Europe de l'Est qui m'a fait me lancer sur YouTube alors que je suis pas très à l'aise pour parler et que j'osais pas. Donc ouais, je dirais que c'est quand même une histoire qui se finit bien, et même tous les sujets dont j'ai parlé dans la vidéo, l'autisme, j'en ai parlé dans mon mémoire de sciences politiques, l'orientalisme, j'en ai parlé aussi et j'en parlais dans ma thèse. Donc pour moi, l'histoire, la recherche, c'est devenu un catalyseur de mes intérêts spécifiques, et même je mets 2 mois dans la recherche, comme Rebecca avec les vidéos et l'art, le dessin, Oui. On met toujours de soi dans des trucs comme ça. soi dans notre production. Et l'autisme et l'Europe de l'Est, c'est devenu 2 trucs qui sont importants. Et j'ai pensé faire qu'on fasse cette vidéo. Là, c'est contexte Europe de l'Est parce qu'on vient toutes les deux d'Europe de l'Est. Il y a des clichés qui nous énervent et d'autres qui nous amusent. Ouais, voilà, on va pas laisser les mascus se les approprier, c'est à nous. Mascus, c'est à nous. Et il y a des clichés qui nous énervent et que je l'ai vu surtout sur l'assimilation, et qui font du mal en fait aux gens déjà déracinés. Je pense que par exemple cette façon de séparer les blancs déracinés des gens originaires d'autres continents qui en plus subissent le racisme, c'est pas productif. Oui. Même des gens censément progressistes qui présentent les Européens de l'Est comme plus racistes, c'est peut-être vrai mais ça aide pas. Puis des fois j'ai envie de dire c'est pas nous qui avons occupé l'Afrique, mais ouais, c'est ça. En plus même les gens qui subissent du racisme visible, ils peuvent être racistes aussi. Ah oui. Par exemple, il y avait une fois, j'avais été à la salle, et comme j'ai un nom de famille slave qui fait penser à un nom de famille polonais pour les Français, et ça fait que le gars, il m'a sorti des conneries comme quoi je serais forcément nazi ou des conneries comme ça, alors que ça n'a rien à voir. C'est assez ironique parce que déjà quand tu regardes les gens
gens que les nazis aiment pas, bah c'est plus les gens d'Europe de l'Est, donc c'est un peu bizarre. Et puis surtout, bah c'est l'orientalisme, quoi. Ouais, c'est ça. C'est un truc que certains peuvent embrasser, et on le fait aussi, des fois on embrasse ces clichés, mais c'est aussi des clichés qui sont pas forcément quelque chose qu'on voit parce que c'est quelque chose, on dit les blancs ça ne subissent pas ça. Par exemple, bah, typiquement le conflit en Ukraine actuellement, bah on se dit c'est des trucs qui peuvent pas arriver aux blancs, ça. Bah si ça arrive aux blancs, tu vois le restaurant Baba Yaga qu'il y avait à Lille avant. Ouais. Au début, quand il y avait le début de la guerre en Ukraine versus les Russes, Ouais. et bah elle recevait des lettres comme quoi elle devait fermer son restaurant et retourner en Russie parce qu'elle est d'origine russe. Alors que elle et son mari, ils sont russes et ukrainiens dans le restaurant. Ouais. Puis moi, perso, la Pologne n'est pas impliquée dans le conflit, donc j'ai quand même une vision plutôt à la fois passionnelle mais quand même extérieure, donc j'ai pas de haine, j'ai pas de haine envers les Russes, et donc moi j'ai tendance à dire que les Russes et les Ukrainiens sont orientalisés pareil par les Européens de l'Est, donc voilà. J'ai pas de préférence entre la Russie et l'Ukraine, ils sont tous les deux cool. Il y a ça aussi, donc il y a ce contexte spécifique de l'Europe de l'Est dont on voulait parler, mais pour la question du rapport aux origines quand on est autiste, on serait intéressé d'avoir en commentaire peut-être des petits témoignages de gens qui pourraient se reconnaître. On s'est dit que ce serait pas mal de libérer la parole là-dessus parce que la langue, déjà que la France est ni très avancée sur la neurotypie ni sur le plurilinguisme. La neuroatypie. La neuroatypie, ni sur le plurilinguisme. C'est un sujet qui est pas assez évoqué et ça aurait été important d'en parler. Bon gros bisous, que la force soit avec vous.